bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes bien amusés et que la semaine a débuté comme vous voulez, c'est-à-dire en paraissant le maximum, parce que la journée du lundi, c'est jamais une bonne journée. Mais on va nous quand même ouvrir un sujet qui intéresse bon nombre de personnes, c'est-à-dire la justice à La Réunion, comment elle est perçue, comment elle est ressentie, qu'est-ce qui fait que les gens sont plus ou moins parfois critiques sur certaines décisions, pourquoi ils acceptent d'autres. On voit ça dans Causement Réunionnais. Alors, autour de la table, on va commencer par les dames. Denise Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Jocelyne Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Antoine Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Et Salim Fontaine, bonsoir. Il m'a regardé, il m'a dit ce que je suis. Salim Moussadji, bonsoir. Bonsoir. Alors, la question, je vais le poser, c'est, on va pendant dans 3 ou 4 émissions, on va essayer de parler de la justice à La Réunion, voir un petit peu comment les gens perçoivent cette justice. Est-ce qu'elle est la même pour tous ? Est-ce que le système est égalitaire ? Et voir pourquoi aujourd'hui il y a autant de dossiers et pourquoi les révoltés 974 ont été créés et qu'est-ce qu'ils portent comme, je dirais, comme problème de notre société. Alors, ma question, la première, et mesdames, c'est à vous que je pose cette question, puisque vous êtes dans cette, dans ce mécanisme, dans cette machine qui est la justice. Comment vous la voyez, cette justice ? Je te laisse parler. Complètement inégalitaire. Elle n'est pas égale pour tout le monde. Et je trouve que quand les lois scélérates ne servent pas certaines personnes, ils détournent les lois à souhait ou on compose d'autres pour arriver à ses fins. Voilà. C'est ce que vous vivez dans ce dossier qui est le vôtre. Oui. D'accord. Denise, c'est pareil ? C'est pareil. Nous, je me retrouve à me poser la question de savoir comment faire respecter mes droits. Je ne suis pas la seule dans cette situation et donc mon combat au quotidien, c'est d'essayer de faire appliquer la loi dans mon dossier. Naturellement, c'est un combat de très longue haleine. C'est un peu comme pour le monsieur qu'on a réussi la semaine dernière, comme Irénée Elisabeth, c'est la croix et la bannière. Oui, c'est pareil, c'est exactement pareil. Du reste, c'est un de nos adhérents et on aura certainement l'occasion de parler de son dossier aussi également, à ce niveau-là, parce que lui, c'est pareil, faire respecter les droits qui sont piétinés, les lois. Tout ça, c'est un très très gros problème ici à La Réunion qu'on rencontre. Voilà où on en est. Salim Moussadji, la question est un peu un euphémisme pour vous. Si je vous demande quel est votre regard sur la justice à La Réunion ? J'ai un regard très pessimiste et très alarmant parce que je confirme pleinement les dires de Denise et Jocelyne. Et on retrouve un peu la même problématique dans l'ensemble des dossiers de l'association. Parce que quand on est petit, on a des gros en face, il n'y a plus de justice. Et malheureusement... On va détailler dans plusieurs émissions. Est-ce que c'est la loi qui n'est pas bien interprétée ? Est-ce qu'il y a des réseaux qui font pression à un moment donné ? Est-ce qu'il y a vraiment une désorganisation du système judiciaire et de la justice ? Antoine Fontaine, la question, elle revient souvent. Qu'est-ce qui fait que le justiciable a toujours l'impression, surtout quand elle vient d'un milieu modeste, surtout quand en face il y a un géant, quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou qui est dans un réseau, qu'est-ce qui fait que ce sentiment de vivre une injustice est aussi permanente ? Je dirais que la justice, elle devrait être faite déjà pour le justiciable.
Et on se rend bien compte, moi, enfin, en tout cas, quand j'étais jeune étudiant en droit, j'ai eu la confirmation que finalement la justice, le droit en tout cas, était un moyen de domination utilisé par le pouvoir. Et ce sentiment d'injustice que peuvent avoir les personnes là qui sont sur ce plateau, moi aussi, même si je n'ai jamais eu, on va dire, à en souffrir directement, mais ce sentiment d'injustice, il est relativement partagé, et pas qu'à La Réunion. La justice aujourd'hui est complètement désavouée par les Français, et j'ai eu la possibilité de me rendre compte de ce phénomène, de l'ampleur de ce phénomène, en participant avec Madame Shena Saidi à un rapport citoyen qui s'intitule « Les justiciables face au service public de la justice ». Et on se rend compte en fait que tout le système judiciaire, tout l'édifice juridictionnel français est complètement construit pour maintenir cette domination, et que il y a c'est un milieu où la corruption est généralisée, je dirais, où l'esprit de caste domine dans le système judiciaire aujourd'hui français. Donc au-delà d'un ressenti, c'est une réalité. D'ailleurs, dans ce pays qui se prétend une démocratie, le pilier de la justice, donc qui doit faire face à celui du Parlement et de l'exécutif, n'existe pas. La justice en France n'est qu'une autorité judiciaire qui est sous la coupe du pouvoir exécutif. Ça veut dire que la séparation du pouvoir ne s'est pas faite? La séparation des pouvoirs dans ce pays n'existe pas. Et si on s'en réfère à Montesquieu qui disait que dans un pays où la séparation des pouvoirs n'existe pas, il n'y a pas de démocratie, en France, on peut considérer que nous ne sommes pas en démocratie puisque la justice n'est pas indépendante. On rappelle que la 5e République voulue par De Gaulle devait normalement conforter cette séparation des pouvoirs avec un système présidentiel plus fort et avec une bicamérisme qui aurait dû permettre d'abord à l'Assemblée nationale, mais d'abord aussi, parce que De Gaulle voulait supprimer le Sénat, permettre, un système beaucoup plus clair. Et apparemment, ça se complique depuis quelques décennies déjà. On a l'impression que tout se mélange. Il n'y a pas l'autorité judiciaire, comme on le dit, n'est pas un pouvoir constitué. Donc si bien que les juges aujourd'hui sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est lui-même un peu sous la coupe du président de la République. Et d'ailleurs, toutes les affaires qu'on voit aujourd'hui dans lesquelles sont impliqués les politiques, et pas plus tard encore que en ce moment tout ce qui concerne l'affaire Benalla, on voit bien que le traitement n'est absolument pas le même entre un justiciable normal, si je puis dire, entre guillemets, et ces gens qui représentent le pouvoir. Hein. Et puis de toute façon, juste pour faire une parenthèse sur l'affaire Benalla, aujourd'hui ce sont les parlementaires du Sénat, les sénateurs donc qui s'en prennent au gouvernement en disant que les proches de l'Élysée ont menti lors des auditions. Donc là, encore une fois, on revient à une chose qui est particulière, c'est que la définition même de la justice, elle n'est pas la même en fonction du niveau de l'État. Que vous soyez blanc ou noir, disait La Fontaine, que vous soyez riche ou puissant, la justice ne sera pas la même. Juste pour rappeler que c'était en fait les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, voilà. Et c'est quelque chose que vous ressentez. Ah mais c'est une réalité, c'est pas un ressenti, c'est une réalité. On le voit bien même localement à La Réunion par rapport au pouvoir politique, comment les affaires aujourd'hui dans lesquelles sont impliqués nos hommes politiques traînent en longueur et comment la justice est expéditive à l'égard d'un certain nombre de Réunionnais. Hein. D'accord. Juste pour rappeler, j'ai apprécié ce sketch de Stéphane Guillon lorsqu'il parlait des affaires au plus haut niveau de l'État, et il faisait aussi référence donc à cette phrase de La Fontaine sur les puissants et les misérables. Jocelyne et Denise, aujourd'hui votre dossier, c'est vous êtes face à l'expropriation. Moi oui. Et vous êtes sur un problème de... Moi, c'est une affaire d'escroquerie. Je peux appeler ça de l'escroquerie par rapport à un promoteur immobilier. Voilà. D'accord. Mais il est puissant. Il est puissant. Très puissant. Et la justice, carrément, c'est manipulé. Les lois sont manipulées. Ils tournent, ils virent. Donc là, c'est plus pour vous, c'est une question de réseau. C'est de réseau.
D'accord. Salim Moussadji, votre affaire est connue. Ça fait 12 ans maintenant que la presse, que les Réunionnais vous voient vous battre contre ce que vous appelez, vous, les puissants. Et pareil, c'était un problème d'expropriation. On vous a volé. Oui, pour voilà. nous, on vous a volé. C'est un problème. Notre affaire est emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. Parce que l'économie fonctionne, il y a les lobbies qui contrôlent tout. Et on voit aujourd'hui le chômage ne va pas baisser, la délinquance ne va pas baisser parce que les chiffres de la délinquance et du chômage sont proportionnels, parce qu'il y a pas de répartition des richesses. Et le problème, c'est qu'à La Réunion, qu'on est petit et qu'on monte, soit on se fait racheter, soit on se fait démolir. Et on s'est fait démolir. Enfin, on s'est fait racheter avec le but derrière qu'on ne vienne plus les embêter sur le marché, alors que aujourd'hui, tous les élus favorisent justement, ils ont mis en place le Conseil général, OSEO maintenant, il y a la Banque de développement des PME, justement pour pousser les jeunes à créer des entreprises qui sont génératrices d'emplois, parce que ce sont les TPE et les PME qui créent le plus d'emplois. Et malheureusement, ce qu'on ne dit pas à ces gens-là, c'est que restez tout petit, parce que si vous montez trop, on va vous étouffer. Et le problème, c'est que les réseaux financiers sont contrôlés par les lobbies. Les politiques sont à la solde des lobbies. Et c'est pour ça que la situation de La Réunion n'a pas changé depuis des décennies. Donc on s'est retrouvé justement enfermé dans ces mécanismes-là. Et voilà, c'est une caste dominante qui contrôle tout. Et aujourd'hui, pour reprendre les propos de M. Antoine, le droit, c'est pas la justice. Et pour moi, l'institution judiciaire a été mise en place par les puissants. Et le droit, avec de l'argent, on prend un gros avocat. Et même si on a tort, on va trouver des artifices, des arguties juridiques pour contourner la loi, toujours. Il faut faire durer les choses. Et le gros, le puissant, lui, il a de l'argent. Il peut attendre 10 ans, 15 ans, mais le petit, il va se ruiner. Encore faut-il trouver un avocat loyal qui va faire les choses. Et malheureusement, ils vont toujours être dans le sens du plus fort. Donc, nous, les petits justiciables, je pense qu'à travers ce que je dis, ce que nous disons, beaucoup de Réunionnais, beaucoup de justiciables se reconnaîtront, parce que je suis sûr qu'il y a énormément de citoyens qui sont confrontés à ce problème. Ma question, c'est, depuis le début de vos affaires, combien d'argent vous avez déjà investi pour vos avocats ? Nous, on est à plus de 700 000, on compte plus. Et je pense qu'on parle en dizaines de milliers d'euros. Ça dépend. Denise, combien de... Plus de 60 000 euros, 60 000 euros pour vous un dossier, parce Pour que j'ai un dossier. plusieurs dossiers, malheureusement. D'accord, Voilà. de toute façon, on reviendra avec le temps Voilà. à avoir vos dossiers. Jocelyne, combien Moi, j'ai pas compté, en fait. C'est D'accord. pas juste. C'est un, Mais peu une comme... somme considérable, c'est un peu comme la rousse, on se met à tout vent. c'est ça. D'accord. Antoine Montagne, la question sur l'argent. Aujourd'hui, l'aide juridictionnelle, c'est plus ou moins 500 euros. Écoutez, je n'ai pas les montants exacts en tête, mais c'est 1500. dérisoire par rapport à 1500 euros. Oui, je crois, c'est ça. 1500. Environ. J'ai pas le montant parce qu'il varie, c'est vrai. Mais quand on voit finalement le montant que ça représente, même les avocats aujourd'hui qui acceptent l'aide juridictionnelle pour travailler sur des dossiers aussi complexes comme ça, vous voyez bien que 1500 euros, si c'est effectivement le montant de l'aide juridictionnelle, c'est dérisoire aujourd'hui. Et c'est ce qui creuse un peu les fossés, justement. Mais le fossé, c'est exactement justement. ce qui creuse le fossé, puisque aujourd'hui, finalement, tous ces puissants dont parle Salim Moussadji, tous ces puissants auxquels sont confrontés Madame Denise Fontaine et Jocelyne Fontaine, eux, ils maîtrisent le droit. Ils maîtrisent tellement le droit que ces puissants font même du lobbying pour que la loi soit exactement écrite par les parlementaires, les députés, les sénateurs, à leur avantage, à leur intérêt. Donc on voit bien que le combat est complètement déséquilibré, si vous voulez, et que la notion de justice avec un grand J, elle n'existe pas. Elle est simplement aujourd'hui un ersatz de justice, et dans les procédures qui sont les leurs, on voit bien aussi la durée dans laquelle elle s'inscrit ces procédures, et qu'elle est là, la justice est là, et elle use. Les justiciables, elle ne répond pas aux attentes des justiciables. Et on le voit, l'aide juridictionnelle, généralement, ça marche quand c'est des affaires familiales.
parce que généralement ça va sur un divorce, et souvent quand ça se passe bien, ça va très vite. Donc c'est intéressant pour l'avocat d'avoir un dossier qui lui rapporte un peu d'argent sans que ça aille trop loin. Mais de manière générale, aujourd'hui, les dossiers ne risquent perdurent. Et dans le temps, comme vient de dire Saïd Moussadji, celui qui a tout son temps, c'est celui qui a de l'argent. Eh oui. C'est ça. Ben, ils ont le temps, et d'ailleurs, ben, pour vous, je l'ai déjà dit dans multiples médias, Maître Patrick Arnaud, qui a été le rédacteur unique des actes, pour vous donner un exemple de la pratique de ces gens-là, il a été notre avocat et l'avocat de nos adversaires lors de la session. Il nous a fait signer notre arrêt de mort, hein. Et il nous a même fait croire que la loi française lui interdisait de nous remettre une simple copie de ce qu'on avait signé. On a reçu les actes 2 mois plus tard. Et le problème, c'est que il est resté, normalement la déontologie des avocats vous dit que quand vous êtes avocat, quand vous avez conclu une vente en 2 parties, en cas de litige entre les parties, vous avez plus le droit d'être avocat de l'une ou l'autre partie. Maître Arnaud est devenu l'avocat de Sogeco contre nous, contre ses propres actes, pendant 5 ans. Et on a saisi les bâtonniers successifs, et même le procureur général de l'époque m'a menacé de représailles. Pour vous donner un exemple, on a dû aller à Paris pour le faire condamner. Et entre-temps, il m'a signé devant un tribunal correctionnel pour diffamation, etc. Il a jamais fait l'objet, il a même pas fait appel de la condamnation. Il a jamais fait l'objet d'une sanction, même minime, disciplinaire, du Conseil de l'ordre à La Réunion. Et le bâtonnier m'a dit que les archives du dossier Arnaud ont disparu. Donc, et on en est à plus de 140 procédures. Donc, la justice est instrumentalisée par les puissants, justement, pour faire durer. Ça signifie quelque part qu'un avocat qui est avec vous au départ change de camp en cours de route. Bien sûr. Oui, il y a plusieurs cas. Mon cas aussi, c'est pareil. C'est pareil pour vous ? Pareil, changer de camp, et je me suis retrouvée à me battre pour essayer de m'en sortir des avocats qui m'ont plongé. Moi, j'appelle ça, ils m'ont plongé, ils m'ont plombé, quoi. Et là, je suis en train d'essayer de sortir d'une situation où c'est inextricable, en quelque sorte, devant la justice. Je pense quand même pouvoir le faire, mais c'est très dur, parce qu'en face de nous, on revient toujours pareil, à avoir en face de nous les puissants. Et là, c'est très, très, très difficile. Et on n'avance pas. Avant, je vais quand même faire une précision. Il ne s'agit pas de mettre tous les avocats dans le même panier. Je crois qu'il y a comme dans toute activité professionnelle, il y a les bons, il y a les moins bons. Oui. Il y a ceux qui sont loyaux et honnêtes, il y a les autres. C'est sûr. Enfin, qui sont loyaux et honnêtes, pardon, et les autres. Jocelyne Fontaine, votre conseiller juridique, il vous est resté fidèle ou pas ? À toi ou à moi ? Non, Jocelyne. Le premier, pas du tout. Le premier n'est pas resté fidèle, il a changé de camp en cours de route ? Il devait être dans l'autre camp depuis le départ, mais moi je m'en suis pas rendu compte tout de suite. D'accord. Parce que sinon on ne serait pas à ce point-là dans notre procédure. D'accord. On se serait arrêté avant, il y aurait eu des ripostes plus fructueuses. Mais non. Oui, au départ, depuis, on a fait confiance. Depuis, on a changé, mais maintenant, à quel moment vous vous apercevez que finalement, celui qui doit être là pour vous aider, pour vous accompagner, a entre-temps changé de camp ? Comment vous arrivez à voir ça ? Il lève le pied dans l'affaire. On prend des coups, dès qu'on a vu qu'on a pris des coups, on va chercher le pourquoi, et c'est là qu'on s'aperçoit, dans notre dossier, qu'ils ont En ils ont discutant pratiqué. entre nous, en justiciable, on se rend compte. Moi, ça m'a pris à peu près 3 années pour comprendre, parce que j'avais jamais été confronté à la justice. Et on arrive, on prend un avocat, on lui verse des honoraires, il fait des conclusions, il y a les procédures, la première instance. Donc il faut attendre le délibéré. Et au fur et à mesure qu'on a le délibéré, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, ou bien des pièces n'ont pas été fournies, l'avocat n'a pas argumenté comme il faut. Et moi-même, je me suis fait lâcher par plusieurs avocats. Et parce que, à un moment donné, ils vous disent qu'ils arrêtent. Ça marche comme ça. Et nous, on ne conseille rien dans la justice. Tout le monde pourra le confirmer. Au début, on est spectateur, on fait confiance à l'avocat. Et souvent, l'avocat, il y a des affaires où des gens attendent 1 année
Ils sont même pas au courant des délibérés. L'affaire a déjà été plaidée et tout. Ils connaissent pas. Ils arrivent, ils voient des jugements. Et après, ils savent plus vers qui se tourner. L'avocat donne plus signe de vie. Mais c'est ahurissant ce qui se passe à La Réunion. Et les avocats prennent des décisions à l'insu Sans vous en référer. des clients, ouais, Sans vous en référer. Pour essayer, pour voir ce que nous on en pense ou quoi que ce soit, ils prennent une décision. À ce moment-là, à qui vous pensez comment faire en sorte pour que cette situation-là, elle évolue? Comment faire en sorte pour que l'avocat que vous avez choisi, vous continuez à rester dans la même posture, soit loyal et honnête avec vous, et en ayant bien sûr la certitude qu'il ira au bout de cette affaire et il fera tout ce qu'il faut pour vous. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait cette sérénité? C'est le coup de poker, tomber sur le bon avocat. On n'a aucun pouvoir de faire ça, c'est impossible, parce que l'avocat, il vous dit comme ça que, par exemple, il vous demande tant d'honoraires, et vous n'avez pas les moyens de le payer. Vous faites comment? Il dit, je travaille pas pour rien, vous allez saisir le bâtonnier. Le bâtonnier, ils se protègent entre eux. Bon, ils vont nommer un autre avocat. Le temps que l'avocat va rentrer dedans, il faudra lui repayer les honoraires. Ça se passe comme ça. Mais si on a les moyens... Donc on voit bien que étant dit qu'on est confronté à un puissant, moi, dans mon affaire, le procureur de la République aurait dû intervenir depuis longtemps. Même dans beaucoup d'affaires, ils sont en train de laisser des simples particuliers qui sont en train de se ruiner dans des procès multiples, face à des puissants qui peuvent déduire leurs frais de justice de leurs impôts. Et c'est ça le con. C'est qu'eux, ça leur coûte rien. Donc, ils font durer. Ils savent très bien en face que, à un moment donné ou à un autre, et moi-même, l'avocat en face, il m'a dit, Monsieur Moussaji, continue à gaspiller le peu d'argent qui vous reste dans les procédures longues, coûteuses et inutiles, on vous affame. Et on continuera à le faire. Quand vous en aurez assez des procédures et des tribunaux, vous viendrez nous manger dans la main comme des toutous. Il m'a fait comme ça. Nous, on a de l'argent, on sait attendre, mais vous viendrez négocier. Donc voilà, et ça se passe comme ça partout, ils attendent que ça. Et nous, on n'a pas de pouvoir, il n'y a pas, si ce n'est de dénoncer, de mettre sur la place publique les dérives qui se passent dans toutes les affaires pour qu'à un moment donné, ces personnes-là soient mises en face de leurs propres agissements. Sinon, je ne vois vraiment pas comment faire. Parce que même si on a des recours, des recours qui sont légaux, mais même qu'on fait ces recours-là, ça ne donne pas de résultat. Donc, on fait comment? On est vraiment, comme dit, il n'y a plus de justice, vraiment, quand on a des gros en face. La justice, quand il y a des petites affaires où l'avocat, il va toucher son argent, il va faire son travail. Mais quand on est confronté à des gros en face, souvent, le justiciable, pour moi, devient des cobayes, devient une monnaie d'échange pour l'avocat. Donc, s'il y a une affaire, par exemple, il vous demande 5 000 € d'honoraires. L'enjeu est de 200 ou 300 000 €. La partie adverse lui dit, moi je vous donne 20 000 et vous mettez pas ça. Il va pas mettre. Et ça se passe comme ça, parce qu'on voit très bien, sinon, des affaires qu'on doit pas perdre, jamais. De beaucoup d'affaires, on a toutes les preuves. Dans de multiples affaires, on doit gagner, on fait tout. Et le droit peut être interprété dans un sens ou un autre. Dans un sens, on peut gagner, dans l'autre sens, et souvent, c'est interprété dans le sens de la partie la plus puissante. Et c'est pas seulement dans notre affaire, mais dans de multiples affaires. De manière générale, Antoine Fontaine, quels sont les moyens que le justiciable a pour que son avocat, pour savoir si son avocat a fait correctement son travail, a respecté sa déontologie, et à quoi peut-il avoir recours pour ça? Là, vous parliez tout à l'heure, on bascule complètement dans le domaine de la morale à un moment donné. On n'est plus dans le domaine du droit. C'est qu'est-ce qu'un individu aujourd'hui qui exerce une profession juridique et est en mesure d'avoir comme morale par rapport à ses clients. Et c'est vrai qu'on se rend compte que le milieu des professions juridiques, parce qu'on parle des avocats, des juges, mais il ne faut pas oublier les huissiers et les notaires aussi, qui sont pris aussi dans
dans cette vision négative que peuvent avoir les justiciables et certainement à juste titre, le moyen, en fait, si vous voulez, c'est à nouveau d'engager d'autres procédures. Et combien, moi-même, de justiciables j'ai pu rencontrer. Quand on regarde les 3 personnes qui sont avec vous autour de cette table, je veux dire, ces 3 personnes-là, les procédures, c'est la seule chose. On a l'impression que c'est un cercle vicieux, dans lequel ils rentrent, et on tourne, jusqu'à ce que eux n'ont plus de moyens, ils soient épuisés, Tout à fait. que le système ne changera pas de sa posture. Face à ça, c'est peut-être ça le souci, je pense, pour ces 3 personnes-là. Oui, Tout à fait, mais Salim Moussadji disait aussi quelque chose d'intéressant, c'est la dénonciation. Moi-même, à un moment donné, ayant évolué dans ces milieux, j'ai choisi de dénoncer ce système. C'est sûr que ce n'est pas simple de se dire qu'on engage comme ça une vraie réflexion, parce que aujourd'hui, je pense qu'on doit se poser cette question par rapport à la justice et au droit de manière générale. Dans une société qui se prétend civilisée et moderne, on doit avoir une vraie réflexion par rapport à ce que représente et doit représenter la justice. Et on voit bien qu'avec toutes ces affaires, que la justice, le droit ne répond pas aux besoins des justiciables. On voit bien que c'est un moyen qui sert à exploiter et à servir nombre d'individus. Nous, ce qu'on avait fait à l'époque, parce que j'ai participé à un mouvement national qui s'appelle les Indignés de la justice, on avait eu l'occasion de saisir un certain nombre de parlementaires. Et nous avions réussi, sous l'égide d'un député, à demander à ce qu'il y ait une commission d'enquête qui soit créée sur le fonctionnement de la justice en France. Bon, vous pensez bien que cette commission d'enquête est tombée dans les oubliettes de l'Assemblée nationale, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'informer, et particulièrement à La Réunion, puisque les gens ici, c'est l'expérience qui me l'a montré, ne connaissent pas leurs droits. Et ne connaissant pas leurs droits, ils n'arrivent pas à se défendre. Vous parliez en début d'émission d'où vient ce sentiment d'injustice. C'est que finalement l'État, aujourd'hui, ne transmet pas ce savoir. Parce que celui qui a ce savoir finalement du droit et de la science juridique, si tant est qu'on puisse appeler cela une science, parce que c'est avant tout une croyance à un moment donné que chaque individu dans une société peut avoir par rapport au respect d'une règle, et qui ne descend pas du Saint-Esprit ou du ciel, mais qui est une acceptation commune par rapport à un certain nombre de comportements dans la société. Et donc on voit bien aujourd'hui que cette réflexion, elle n'est pas menée non plus au niveau politique, puisque les élus eux-mêmes bénéficient de tout cet avantage et fonctionnent aussi au sein de cette caste, bien souvent avec des conflits d'intérêts incroyables dans la société réunionnaise, mais également en France. Et donc, le seul moyen que nous ayons aujourd'hui, c'est de le dire, c'est de le faire savoir, et c'est d'encourager les individus, quels qu'ils soient, à engager des procédures, puisque nous sommes enfermés dans ce cadre qui est la légalité, alors que nous voyons bien aujourd'hui que ce cadre légal est complètement illégitime. Et d'enlever la peur aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se faire attaquer par la suite, parce que la justice c'est sacré. Derrière ça, il y a beaucoup de personnes qui croient que eux ils ont tous les droits, et si on a ouvert la bouche, c'est que c'est qu'on a complètement tort. Et même s'ils voient qu'ils n'ont pas tort, c'est impossible à eux, parce que ils se disent en face de nous on connaît des gens, il y a des gens qui sont tellement puissants qu'on pourra rien faire, etc. Et voilà comment ça se passe. C'est pour ça que les gens ne bougent pas. Mais il y a beaucoup de cas de personnes qui veulent bouger, mais qui n'osent pas bouger. Je pense que c'est bien, on vous remercie de nous donner la parole, parce que il s'agit d'inviter justement les Réunionnais à ne plus avoir peur, à oser dénoncer tout ça. Parce que moi-même, j'ai dénoncé par le biais des tracts, des mails, j'ai été traîné, je ne sais pas combien de reprises, devant le tribunal correctionnel. Au départ, j'étais condamné, on ne me donnait même pas la parole, sauf qu'à un moment donné, à force de dénoncer, de me mettre sur la place publique, on a été contraint de m'écouter. Et le juge, par exemple, les 2 dernières assignations pour diffamation devant le tribunal correctionnel, j'ai été relaxé pour bonne foi. Et quand les magistrats nous laissent parler, j'ai pu parler, et on n'est jamais mieux défendu que par soi-même. Et
en mettant les faits avec les preuves et tout ça, j'ai été relaxé pour bonne foi. Donc à un moment donné, on dépose des plaintes par écrit et ça n'a pas de suite. Et quand on dit la même chose devant un tribunal, je suis relaxé. Donc ça contredit à un moment donné. Et d'ailleurs, ils ont fait appel de la décision. Et pour pas que j'ai la parole cette fois-ci, parce que moi, si on me donnait la parole, je connais au fil des années, comme dit Antoine, je connais mes droits. Donc devant n'importe quel magistrat, j'aurais pu les démontrer par A plus B plus C qu'on était victime d'une escroquerie. Sauf qu'est-ce qu'ils ont fait, pour vous donner un exemple, jusqu'où certains juges peuvent aller. Ils ont fait une audience sans avocat, sans plaidoirie, sans rien. Mon avocat va à l'audience, il demande, ça en est où l'affaire? Il dit, ça a été jugé. Je dis, comment ça se fait? Il n'y a jamais eu de plaidoirie. Il vient de recevoir les conclusions de la partie adverse, il a demandé un renvoi. Ah, le juge a fait un mail à notre avocat, comme quoi il s'est trompé, mais comme la décision a été rendue collégialement, je me suis pris 26 000 € d'amende pour un particulier. Et comme la décision a été prise collégialement, ils ne peuvent rien faire. La seule voie de recours qui vous reste, c'est d'aller en cassation. Ça m'a coûté 9 000 €. Et en plus, donc, j'ai donné ça à mon avocat à la cassation. Il a dit qu'il n'a jamais vu ça. Il a demandé au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation à Paris, le plus haut magistrat de France, de faire une inscription en faux. Ça a été... J'ai obtenu aujourd'hui, j'ai une décision de faux en écriture rendue par une cour d'appel. C'est quand même extrêmement grave. On reviendra la semaine prochaine sur justement le rôle joué par les avocats au niveau de la justice. On verra ensemble un petit peu qu'est-ce qui fait que certains avocats ne vont pas au bout de leur engagement et pourquoi. D'accord? J'ai déjà dépassé 2023, le temps qui m'est imparti. Merci Denis Fontaine. Merci Jocelyne Fontaine. Merci Antoine Fontaine. Merci et à vous. Merci à vous. Mossadji. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.